Mon fiancé a dit, si tu m'aimais, tu te battrais pour moi. J'ai répondu, l'amour n'est pas un combat en cage. Puis, j'ai annulé le mariage. Elle pensait que je bluffais, comme à chaque fois qu'elle transformait l'amour en test. Le lundi matin, la salle de réception était annulée, le tableau des dépôts prêt, et sa famille choisissait son camp. Je m'appelle Caleb, 34 ans, homme. Ma fiancée, Alyssa, a 31 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 4 ans, fiancés depuis 10 mois. Et vivons à Raleigh, en Caroline du Nord. Je travaille comme chef de projet informatique pour une banque régionale et gagne environ 112 000 $ par an. Alyssa travaille dans le marketing pour une entreprise de fitness boutique et gagne environ 58 000 $ plus des bonus trimestriels. Nous devions nous marier dans cette semaine. De l'extérieur, nous avions l'air solide. Photo de fiançailles faites, salle réservée, liste d'invités. Finalisé, faire part déjà envoyé. Vol de lune de miel réservé. Nous avions un compte de mariage commun avec 14 800 $ et un tableau partagé avec chaque fournisseur, chaque dépôt, chaque date d'échéance, codé par couleur, parce que je suis ce genre de personne. Mais le vrai problème n'avait rien à voir avec la planification du mariage. C'était l'idée qu'Alyssa se faisait de l'amour. Pour elle, l'amour était quelque chose que l'on prouvait sous pression, constamment. Pas en étant présent. Tous les jours, pas en étant honnête. Pas en payant les factures à temps, en cuisinant ensemble, ou en parlant comme des adultes. Non. L'amour, pour Alyssa, était une question de test. Si elle se taisait, je devais la poursuivre. Si elle disait, laisse-moi tranquille, je devais comprendre qu'elle voulait que je me rapproche. Si elle se mettait en colère et sortait en trombe, je devais la suivre. Si je ne le faisais pas, elle disait que j'étais froid, détaché, pas assez romantique. La première fois que je l'ai remarqué. Nous sortions ensemble depuis 6 mois. Elle s'est irritée dans une brasserie. Parce que je n'avais pas fait de scène de jalousie quand une ancienne collègue l'avait saluée d'un câlin. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé, tu ne t'en es vraiment pas soucié? J'ai répondu que je lui faisais confiance. Elle est restée silencieuse le reste de la soirée, comme si j'avais échoué à quelque chose. 1 an plus tard. Elle a désactivé sa localisation pendant 4 heures après une dispute mineure sur ses habitudes de dépenses. Quand je l'ai enfin rejointe, elle a dit qu'elle voulait voir si je me battrais pour elle. Apparemment, appeler 2 fois et envoyer 3 SMS ne suffisait pas. Elle voulait de la panique. Elle voulait de la poursuite. J'aurais dû faire attention. À ce moment-là. Mais chaque fois, il y avait une explication, stress, hormones. Mauvaise semaine au travail, pression du mariage plus tard. Et chaque fois, j'ai fait ce que les gens calmes font quand ils aiment quelqu'un, j'ai essayé de comprendre. C'était mon erreur. Le moment où tout a explosé s'est produit lors d'un dîner de fiançailles le samedi soir avec nos amis Mason et Claire. Rien de fantaisiste. Juste nous. 4 dans un restaurant de steak à North Hills. Bon vin, lumière tamisée. Tout le monde de bonne humeur. Au début, c'était normal. Nous avons parlé des coups de traiteur, de l'endroit où asseoir les parents divorcés, si les open bars en valaient la peine, des choses comme ça. Puis Claire a plaisanté en disant que la planification du mariage était essentiellement un test de stress pour l'amour. Alyssa a ri et a dit, en fait, le véritable amour, c'est de voir si quelqu'un se battra pour vous quand cela compte. Mason a demandé ce que cela signifiait. Alyssa a souri et a dit. Comme si je partais ou si j'annulais quelque chose, Caleb devrait savoir qu'il ne doit pas me laisser partir. Claire a eu un petit rire bizarre, comme si elle pensait qu'Alyssa plaisantait. Moi, non. J'ai dit, si quelqu'un me dit qu'il a fini, je le prends au sérieux. Alyssa m'a regardé à travers la table. Et a dit, c'est parce que tu penses que le respect signifie la distance. Le
Véritable amour réduit la distance. J'ai dit, le véritable amour ne crée généralement pas de distance exprès. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Pendant tout le trajet de retour, elle a continué à me taquiner, disant que j'étais trop littéral, trop calme, trop corporatiste dans les relations. Au moment où nous sommes arrivés à mon appartement, elle ne prétendait même plus que c'était une discussion. Elle voulait une confession. Elle voulait que j'admette qu'elle avait raison. Nous sommes entrés et elle a posé son sac lourdement sur l'îlot de la cuisine. Puis elle a dit, si tu m'aimais, tu te battrais pour moi. J'étais debout, près de l'évier, tenant toujours mes clés, et je me souviens de cette étrange sensation de calme total, pas de colère, pas de chagrin, juste de clarté. J'ai dit, l'amour n'est pas un combat en cage. Elle a croisé les bras et a dit. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui se battrait plus fort. J'ai dit, alors, tu ne devrais probablement pas m'épouser. Elle m'a regardé comme si elle attendait ma vraie réponse. Comme si cela faisait encore partie du jeu. Puis elle a dit, alors quoi? Tu abandonnes? J'ai dit, non. Je me retire d'un test que je n'ai jamais accepté de passer. Elle a levé les yeux au ciel et est allée dans la chambre. Une minute plus tard, elle m'a envoyé un SMS depuis l'autre pièce, ce qui était honnêtement tellement typique que cela m'a presque fait rire. Tu es dramatique. Viens ici et arrange ça. J'ai répondu, je ne joue plus à ça. Puis j'ai dormi dans mon bureau. Dimanche matin, elle a agi comme si nous avions eu une dispute normale, m'a demandé si je voulais du café, a mentionné un appel de fournisseur de linge à midi. A parlé des cadeaux de demoiselle d'honneur. Comme si la conversation de la veille avait été un changement d'humeur que je devais absorber et oublier. Je me suis assis à la table de la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert, les contrats de mariage affichés. À 9h12, j'ai appelé la salle. À 9h26, j'ai annulé le forfait traiteur. À 9h41, j'ai envoyé un email au photographe. À 10h03, j'ai appelé l'organisatrice. Elle s'appelait Lee. Elle avait été formidable tout au long du processus et elle est restée silencieuse pendant environ 3 secondes après que je lui ai annoncé que le mariage était annulé. Puis elle a dit, « Caleb, es-tu sûr ?» J'ai répondu, « Oui. » Elle m'a demandé si je voulais qu'elle prévienne la fleuriste et le DJ, ou si je préférais le faire moi-même. Cette question m'a tout dit. Elle l'entendait dans ma voix. Ce n'était pas impulsif. C'était fait. Alors j'ai fait le reste. Moi-même. À 11h30, chaque fournisseur majeur avait une confirmation écrite. Certains dépôts étaient partiellement remboursables. D'autres non. J'ai fait un tableau de ce qui était récupérable, de ce qui était perdu et de ce qui restait sur le compte de mariage après le règlement des paiements en attente. Les pertes non remboursables s'élevaient à 4 670 $ à la fin de cette journée. Brutal. Moins cher tout de même que d'épouser quelqu'un qui traitait l'amour comme un parcours d'obstacles de fidélité. Vers midi, Alissa est entrée dans la salle à manger, vêtue d'un legging et d'un de mes vieux sweats de fac, a vu les contrats imprimés sur la table et s'est arrêtée net. Elle a dit, « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit, « Le mariage est annulé. » Au début, elle a ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle pensait sincèrement que je bluffais. Puis elle a pris la confirmation de la salle et l'a lue. Son visage a changé si vite que cela a presque semblé douloureux. Tu as annulé notre mariage parce que j'ai dit une chose. J'ai dit, non, je l'ai annulé parce que tu le pensais. Elle a immédiatement commencé à pleurer. De vraies larmes, des mains tremblantes, un choc. Et pendant une seconde, j'ai presque détesté à quel point je l'aimais encore, parce qu'une partie de moi voulait la réconforter.
Mais ensuite elle a dit, tu étais censé te battre pour moi. Et c'est tout. Cette phrase a tué le moindre doute qui me restait. J'ai dit, c'est exactement la raison pour laquelle je l'ai annulée. Elle m'a traité de sang. Cœur, a dit que je l'humiliais, a dit qu'aucun homme sain d'esprit ne jetterait 4 ans à la poubelle pour une conversation. Je lui ai dit que je ne jetais pas 4 ans à la poubelle. Je refusais 40 ans de plus, bâtis sur des tests, des pièges et des devoirs émotionnels. Puis j'ai transféré 5065 $ sur son compte personnel. La moitié des fonds restants du mariage, après les frais en attente et les pertes de fournisseurs partagés, avaient été pris en compte. J'ai imprimé le tableau et l'ai fait glisser sur la table. J'ai dit, ceci est à moitié. Le reste couvre les acomptes non récupérables que nous avons tous deux acceptés. Lors de la réservation de tout. Elle n'a même pas regardé. Elle a dit, je n'arrive pas à croire que tu transformes l'amour en mathématiques. J'ai dit, non. Je transforme la rupture en mathématiques. L'amour a été transformé en jeu il y a longtemps. Le soir, elle était au téléphone avec sa sœur, pleurant. Assez fort pour que je l'entende depuis le bureau. 2 heures plus tard, elle m'a envoyé un SMS de l'étage. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. J'ai répondu, tu as jusqu'à mercredi pour organiser le ramassage ou le stockage temporaire. Après cela, je changerai le code du garage. Elle m'a renvoyé une phrase. Tu le regretteras quand tu te calmeras. C'est ça le truc. J'étais calme. Mise à jour, quand je ne l'ai pas regretté le lundi ou le mardi. Ce que j'ai eu à la place, c'est le chaos. Alissa a passé les 48 premières heures à raconter aux gens que je l'avais abandonnée à cause du stress du mariage. Selon sa version, elle avait fait un commentaire émotionnel, j'avais réagi de manière excessive, et maintenant elle était la victime d'un homme trop rigide émotionnellement pour gérer un amour réel. Sa sœur, Madison, m'a envoyé un SMS en premier. Caleb, es-tu sérieusement en train de faire exploser tout? Un mariage à cause d'une dispute? J'ai répondu avec une capture d'écran du SMS d'Alissa de la nuit précédente et la phrase qu'elle avait dite dans la cuisine. Si tu m'aimais, tu te battrais pour moi. Puis j'ai ajouté, je n'épouse pas quelqu'un qui a besoin de menacer de perdre pour se sentir aimé. Madison n'a pas répondu pendant 4 heures. Quand elle a finalement répondu, tout ce qu'elle a dit était, c'est pire que ce qu'elle m'a dit. L'ami d'Alissa, Jade, était moins raisonnable. Jade m'a appelé d'un numéro inconnu et a dit qu'Alissa avait juste besoin d'être rassurée et que je la punissais d'être vulnérable. Vulnérable. C'est le mot qu'elles utilisaient sans cesse pour parler de manipulation. J'ai dit, dire à quelqu'un de prouver son amour sous la menace n'est pas de la vulnérabilité. Jade a dit, vous, les hommes, dites toujours ça quand une femme demande un effort émotionnel. J'ai raccroché. Mardi, Alissa avait déplacé la plupart de ses vêtements et articles de toilette à l'appartement de Madison, de l'autre côté de la ville, mais elle avait toujours l'ouvre-porte de garage de l'appartement et continuait de revenir sans préavis. Pas pour parler, pas pour se réconcilier, mais pour rôder, pour voir si j'avais l'air assez misérable à son goût. Alors, mercredi matin, j'ai changé le code du garage, désactivé l'ouvre-porte, et installé une caméra au-dessus de la porte d'entrée intérieure. Cela m'a coûté 189 $ plus l'installation. Ça valait chaque dollar. Le même après-midi, elle m'a envoyé un email de 5 pages intitulé « À quoi l'amour aurait dû ressembler ?» Je ne plaisante pas. 5 pages entières. C'était un mélange d'excuses, de reproches, de logique de film romantique et de certitudes complètement imméritées. Elle disait qu'elle avait toujours rêvé d'un homme qui traverserait la pièce, la ville, l'orgueil. Lui-même pour elle. Elle disait que mon refus de la poursuivre la faisait se sentir fondamentalement mal aimée.
Elle disait que l'annulation du mariage prouvait que je n'avais jamais compris son cœur. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas le drame. C'était une phrase au milieu, je pensais que tu savais que je ne partirais jamais vraiment. C'était encore là. Le même problème fondamental à chaque fois. Elle voulait la menace sans la conséquence. Elle voulait pouvoir tirer sur la corde et faire confiance à ceux que je vienne en courant. Je n'ai pas répondu. Jeudi a apporté la fausse crise. À 15h18. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Alissa qui utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre. Sa voix était tremblante. Elle a dit « Mon père s'est effondré. Je suis à l'hôpital. J'ai besoin de toi. » Pendant une stupide demi-seconde, tout mon corps a réagi. Je me suis levé si vite que j'ai fait tomber ma chaise en arrière. Puis j'ai demandé « Quel hôpital ?» Silence. Puis elle a dit « Ça a de l'importance ?» J'ai dit « Oui. » Elle a raccroché. 40 minutes plus tard, Jade a posté une story Instagram depuis un bar sur le toit du centre-ville de Raleigh. Alissa était en arrière-plan, tenant un mimosa. Coiffure impeccable. Maquillage parfait. Riant. J'ai fait une capture d'écran et l'ai enregistrée dans un dossier que j'avais déjà commencé à appeler « au cas où ». Cela deviendrait plus stupide. Ce soir-là, j'ai eu ma consultation avec Monica, une avocate de la famille qu'un collègue m'avait recommandée après avoir entendu les bases. Cela a coûté 450 $. Elle a écouté, lu les captures d'écran, examiné le tableau de mariage et m'a dit 3 choses. Premièrement, tout documenter. Deuxièmement, ne pas communiquer émotionnellement. Troisièmement, en Caroline du Nord, la bague de fiançailles est généralement considérée comme un cadeau conditionnel, lié à la tenue du mariage. Ce qui signifie que si le mariage est annulé, je pourrais la demander en retour. Honnêtement, je n'avais même pas encore pensé à la bague. C'est à quel point j'étais mentalement épuisé. Mais Monica m'a dit de la demander par écrit, poliment, et de fixer une date limite. Alors, je l'ai fait. Vendredi matin, j'ai envoyé un SMS à Alissa, « Veuillez me rendre la bague avant lundi. Monica s'occupera de tout le reste à partir de maintenant. » Elle a appelé. Instantanément. « Tu as pris un avocat pour ça ?» J'ai dit, « J'ai pris conseil. » Elle a dit, « Waouh. 4 ans et tu as besoin de conseils juridiques pour me parler. » J'ai dit, « 4 ans et tu penses toujours que l'amour signifie m'attaquer émotionnellement. » Alors, oui. Puis j'ai raccroché. L'appel le plus étrange est venu samedi matin de Denise, la mère d'Alissa. Je me suis préparé au choc quand j'ai vu son nom. Au lieu de cela, elle avait l'air fatiguée. Elle a dit, « Caleb, j'ai besoin de la vérité. Alissa dit que tu as annulé le mariage parce qu'elle voulait être rassurée. Cela ne me semble pas complet. » Alors, je lui ai raconté. Pas tous les détails, juste assez. Le schéma, les tests, la conversation au restaurant, la phrase dans la cuisine, le faux appel à l'hôpital. Il y a eu une longue pause. Puis Denise a dit, « Envoie-moi les captures d'écran. » Alors, je l'ai fait. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Ses mots exacts furent « L'amour n'est pas un exercice d'incendie. » Je suis resté silencieux. Elle a dit qu'Alissa faisait ça aussi au lycée. Rompre avec des garçons pour voir s'ils allaient supplier. Chercher des disputes avant les bals pour voir qui se présenterait à la porte. Denise pensait qu'elle avait grandi. Apparemment pas. Puis Denise a dit quelque chose auquel je pense encore. Elle a dit, « Caleb. Vouloir être choisi est humain. Créer la peur pour forcer la preuve ne l'est pas. » C'était la première fois que quelqu'un du côté d'Alissa disait l'évidence. À voix haute. Dimanche était le jour de la récupération prévue.
J'ai fait un inventaire. Vêtements, chaussures, cosmétiques, livres, décorations, 2 cadres. Imprimés, le air-fryer qu'elle avait acheté, et 3 poubelles scellées. Étiquetées par pièce. J'ai même empilé tout près du garage en rangée nette, car je ne voulais pas qu'un mensonge de plus circule plus tard à propos de biens endommagés. Alyssa est arrivée 20 minutes en retard avec Jade. Bien sûr. Jade est entrée comme si elle était là pour superviser un échange d'otages. Alyssa n'a pas pleuré cette fois. Elle a d'abord essayé de charmer. Elle a dit, « Caleb, pouvons-nous s'il te plaît ne pas faire ça comme des étrangers ?» J'ai dit, « Nous ne faisons rien. Tes affaires sont étiquetées. » Puis elle a vu la liste d'inventaire imprimée et s'est de nouveau mise en colère. Elle a dit que j'étais froid, clinique, transactionnel. C'est drôle. Comme l'organisation semble toujours cruelle pour les gens qui planifient le chaos. Les choses ont dégénéré lorsqu'elle a essayé de prendre ma machine à expresso, la télévision de 75 pouces du salon et un ensemble le creuset bleu que ma tante m'avait donné de Noël avant même que je ne la rencontre. J'ai dit non. Elle a dit, nous les avons utilisés ensemble. J'ai dit, ça ne les rend pas tiens. Jade a ajouté, tu es vraiment en train de chipoter avec une femme que tu allais épouser. J'ai sorti les reçus sur mon téléphone. Silence. Puis Alyssa a touché la bague à son doigt et a dit, si je porte toujours ça. Peut-être que tu ne devrais pas agir de manière aussi définitive. J'ai dit, rends-la avant lundi. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflée. Puis elle a enlevé la bague lentement, l'a posée sur l'îlot de la cuisine et a dit. J'espère que cela en valait la peine. J'ai dit, la paix en vaut généralement la peine. C'était la première fois qu'elle semblait vraiment ébranlée. Pas blessée, pas dramatique, pas émotive pour les faits. Ébranlée parce que je ne pliais pas. Mise à jour 2, la bague est revenue lundi. Le chaos a continué malgré tout. Alyssa croyait apparemment que la relation était encore récupérable tant qu'elle pouvait maintenir suffisamment de fumée émotionnelle. Alors, une fois que les larmes et la pression familiale ont cessé de fonctionner, elle a essayé autre chose. Des dommages. Tout d'abord, elle a contacté Lee, notre organisatrice de mariage, et lui a dit que j'avais annulé le mariage pendant un épisode émotionnel, et qu'elle avait besoin de tout remettre en place immédiatement. Lee m'a appelé avant de répondre, Dieu merci. Elle m'a transféré le message vocal. Alyssa semblait calme. Trop calme. Le genre de calme que les gens utilisent quand ils essaient de paraître crédibles. Elle a dit, Caleb est dépassé et n'est pas lui-même en ce moment. Nous avons juste besoin d'annuler les annulations avant qu'il ne le regrette. Lee n'y a pas cru. Principalement parce qu'elle m'avait parlé elle-même, et en partie parce qu'Alyssa avait déjà essayé 2 fois, pendant la planification, de créer une fausse urgence. Une fois en menaçant de renvoyer la fleuriste à moins que quelqu'un ne me convainque d'améliorer les centres de table, et une fois en disant que nous devrions peut-être reporter pour que je montre plus d'enthousiasme. Lee a répondu par email, nous copions tous les deux, disant qu'aucune décision de fournisseur ne serait annulée sans de tout nouveau contrat et de nouveaux dépôts. Puis elle m'a envoyé un SMS séparé, je suis désolé. Cela me semble moins une question d'amour que de contrôle. Exactement. 2 jours plus tard, Alyssa a envoyé un email à mon patron. Celui-là m'a vraiment mis en colère. L'objet était « Préoccupation personnelle concernant Caleb ». À l'intérieur, elle disait que je traversais une dépression liée à notre mariage annulé, que je me comportais de manière imprévisible et que je prenais potentiellement des décisions financières compromises. C'était écrit juste assez soigneusement pour sembler préoccupant et juste assez sale pour susciter la méfiance. Mon patron, Connor, m'a appelé dans son bureau. Il m'a demandé s'il y avait quelque chose qu'il devait savoir. Alors, je lui ai
Dis la vérité. Brièvement. Clairement. Puis je lui ai montré l'email, les confirmations des fournisseurs, le faux appel à l'hôpital, les captures d'écran. Et la note de contact de l'avocat. Connor a lu pendant environ 3 minutes et a dit, garde ça loin du travail. J'ai dit, c'est le plan. Il a dit, bien. Parce que tu diriges toujours. Le déploiement le mois prochain. Puis il a supprimé son email devant moi. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir ébranlé par tout cela. Quand quelqu'un en dehors de la relation peut voir le schéma en 5 minutes, il devient difficile de continuer à douter de soi. Jeudi après-midi, Alyssa est apparue dans le hall de mon immeuble de bureau. Avec une boîte de pâtisserie et un album photo de notre première année. Ensemble. La sécurité a appelé à l'étage parce que je les avais déjà prévenus qu'il pourrait y avoir un problème. Je suis descendu avec le directeur de l'immeuble à proximité. Alyssa a souri quand elle m'a vu, comme si nous nous rencontrions pour une grande scène de film romantique. Elle a dit, j'ai apporté tes cupcakes préférés. Je n'ai pas touché la boîte. J'ai dit, tu ne peux pas venir ici. Elle a baissé la voix et a dit, Caleb, arrête de faire ça devant des étrangers. J'essaie de nous sauver. J'ai dit, non. Tu essaies de me coincer en public pour que je ne puisse pas dire non. Cela a fait serrer son visage. Puis elle a dit assez fort pour que le hall l'entende, je suppose que certains hommes ne savent aimer que quand c'est facile. J'ai dit, le véritable amour n'a pas besoin d'un public. La sécurité l'a raccompagné. Après cela, à l'intérieur de la boîte de pâtisserie se trouvait une note qui disait « Le bon genre d'amour se bat ». Je l'ai photographiée, l'ai envoyée à Monica, et ai finalement autorisé la lettre de mise en demeure qu'elle m'avait recommandée si le contact au travail continuait. Cette lettre a été envoyée le vendredi matin. Pas de contact direct. Pas de visite au travail. Pas de communication via des amis ou de la famille, sauf pour la coordination des biens restants. Simple. Professionnel. Nécessaire. Alyssa l'a violée le même week-end. Samedi soir, elle et Madison sont venues à l'appartement vers 21h40. Elle frappait à la porte, exigeant le reste de ses affaires. J'étais à l'intérieur, regardant un match de baseball à faible volume. Je n'ai pas répondu. J'ai juste vérifié le flux de la caméra. Puis Alyssa a crié que j'avais volé le voile de sa grand-mère et un bracelet en or. Aucun de ces articles n'avait jamais été sur mon inventaire, car aucun de ces articles n'avait été laissé derrière. Elle a continué à crier quand même, alors j'ai appelé le numéro non urgent. 2 officiers sont arrivés, ont écouté les deux parties et ont demandé s'il y avait une liste documentée des biens restants. Je leur ai remis le classeur d'inventaire, la liste imprimée, les photos, l'horodatage de la récupération, le retour de la bague, la lettre de l'avocat, tout. Un agent a regardé Alyssa et lui a demandé quand elle avait vu le voile manquant. Pour la dernière fois. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Puis Madison, oubliant apparemment qu'elle était censée soutenir l'histoire, a dit, il est peut-être dans le sac de vêtements dans mon placard du couloir. Silence de mort. L'agent a cligné des yeux. Alyssa s'est tournée et a regardé sa sœur comme si elle voulait la vaporiser. Le bracelet n'avait pas disparu non plus. Alyssa l'a trouvé 10 minutes plus tard. Dans la poche latérale d'une des trousses de maquillage qu'elle avait déjà prise la semaine précédente. Les officiers leur ont dit de partir. Avant de monter dans la voiture, Alyssa m'a regardé depuis le trottoir et a dit, je voulais juste savoir que je comptais assez pour que tu te battes. J'ai dit, tu comptais assez pour l'honnêteté. Tu ne voulais juste pas ce genre-là. Elle a claqué la portière passager si fort que l'alarme de la voiture a retenti. Après cela, Monica est devenue plus agressive. Elle a envoyé une deuxième lettre faisant référence à la visite au travail, à la fausse
déclaration de biens manquants et à la violation de la lettre de mise en demeure. Elle a également précisé que tout harcèlement supplémentaire justifierait la demande d'une ordonnance de protection. C'est ça qui a finalement fait mouche. Non pas parce qu'Alyssa a soudainement compris les limites, mais parce que le langage juridique n'était plus assez romantique pour être tordu. Il y avait une dernière question pratique, la lune de miel. J'avais réservé les vols en utilisant les points de ma carte de voyage. Et payé la compte du complexe, $1860, avec ma carte. Alyssa a essayé d'appeler le complexe et de convertir la réservation en un voyage de guérison en solo. Le complexe a signalé la demande car la réservation était sous mon compte de récompense et m'a appelé directement. J'ai annulé. J'ai pris le crédit voyage. J'ai perdu $300 de frais de traitement. Elle m'a envoyé un SMS après cela. Depuis un nouveau numéro, tu prends tout. J'ai répondu une fois, non, je ferme tout. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Une semaine plus tard, Denise est venue avec Alyssa pour le dernier échange de 2 bacs de rangement et d'un porte-vêtements. Pas Jade, pas Madison, Denise. C'était important. Alyssa parlait à peine. Denise, elle, a parlé. Elle m'a remercié d'avoir tout étiqueté. Elle m'a remercié de ne pas avoir été crue elle-même. Quand les choses sont devenues laides. Puis, pendant qu'Alyssa était dans le garage en train de charger le dernier bac, Denise m'a regardé et m'a dit qu'elle pensait que le drame était de la passion. Elle ne connaît toujours pas la différence. J'ai dit que je l'aimais. Je ne pouvais juste pas vivre comme ça. Denise a hoché la tête une fois, comme si elle comprenait plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'était la dernière fois qu'Alyssa venait à l'appartement. Dernière mise à jour, cela fait un peu plus de 3 mois que j'ai annulé le mariage. Non, nous ne nous sommes pas remis ensemble. Oui, c'était la bonne décision. Une fois la deuxième lettre d'avocat reçue et le dernier échange de biens effectué, le contact a finalement cessé. Aucune ordonnance de protection n'a été nécessaire. Aucune audience au tribunal. Monica a déclaré que la preuve écrite était suffisamment solide pour qu'Alyssa réalise probablement qu'un autre coup finirait mal pour elle. Le coût total de l'avocat de mon côté s'est élevé à $1940. Cher, mais gérable. Le bilan final du mariage ressemblait à ceci. Nous avons perdu $4670 en acompte non remboursable et en frais de conception. Frais administratifs de la salle, acompte de l'organisateur, acompte de la fleuriste, invitation personnalisée, retouche de costumes et quelques frais divers. Nous avons récupéré des remboursements partiels pour la photographie, le traiteur, le digi et les locations. Après que tous les crédits aient été compensés, Alyssa et moi sommes repartis chacun avec $5065 du compte de mariage. Le crédit de la station balnéaire de la lune de miel est resté avec moi car il avait été réservé via ma carte et mes points. Après les frais d'annulation, j'ai fini avec $1560 de crédit de voyage. J'en ai utilisé une partie le mois dernier pour un voyage de 4 jours à Asheville seul. J'ai dormi tard, fait de la randonnée, mangé de la bonne nourriture, sans avoir à m'expliquer à personne. Une expérience incroyable, honnêtement. Le condo se sent différent maintenant, plus calme, évidemment, mais pas vide. Paisible. J'ai transformé ce qui était censé être notre pièce de rangement des cadeaux en une salle de lecture et un petit bureau à domicile. Le classeur de mariage est parti. Le plan de table est parti. Les photos des centres de table sont partis. J'ai gardé une chose, le tableau du jour où j'ai tout annulé. Non pas par amertume, mais parce que cela me rappelle que la clarté a un coût. Mais que la confusion coûte plus cher. Le travail s'est aussi amélioré. Connor m'a gardé sur le projet de déploiement, et 6 semaines après la rupture, j'ai été promu chef de projet senior. Mon salaire a augmenté à $121 000. Le timing m'a
presque fait rire. Pendant qu'Alissa envoyait des emails aux gens à propos d'eux. Mon instabilité, ma vie réelle devenait plus calme et plus solide. Quant à Alissa, je n'en sais que des bribes, principalement par des connaissances communes, et même cela s'est estompé. J'ai entendu dire qu'elle avait raconté à certains que j'avais paniqué à l'engagement, à d'autres que je n'avais jamais compris l'amour profond, à une version où j'avais tout annulé. Parce que j'étais menacé par l'émotion. Personne qui avait vu les captures d'écran n'y a cru longtemps, surtout pas Denise. Il y a environ un mois, elle m'a envoyé une note manuscrite sans aucun drame. Juste des excuses pour ne pas avoir remarqué plus tôt qu'Alissa confondait l'anxiété avec la romance. Elle a joint un chèque de $600, disant que c'était sa contribution aux frais d'invitation, car sa famille avait demandé des ajouts de dernière minute qui avaient nécessité une réimpression. Je ne l'ai pas encaissé pendant une semaine. Puis Monica a dit que prendre un remboursement pour une dépense de mariage partagée était acceptable, alors je l'ai déposé. Cela semblait symbolique d'une certaine manière. Pas mesquin, juste équilibré. Et parce que les gens posent toujours cette question, oui, j'ai eu quelques rendez-vous. Rien de fou, rien de forcé. Une amie du travail m'a présenté Anna, une infirmière pédiatrique de Carrie. Nous avons pris le café plusieurs fois et un dîner qui a duré 3 heures, car la conversation était facile. Pas de jeu, pas de langage codé, pas de disparition. Destiné à mesurer la dévotion. Un soir, Anna m'a envoyé un SMS, j'ai eu une longue garde, je suis rentré saine et sauve. Je vais m'évanouir. C'était tout. Pas de puzzle, pas de piège, pas d'attente que je décode le sous-texte émotionnel de la ponctuation. Et je me souviens d'avoir fixé mon téléphone en pensant, c'est ça, c'est ce que font les gens émotionnellement sains. Ils disent ce qu'ils veulent dire. Le plus grand changement pour moi n'a pas été de perdre Alissa. Ce fut de perdre le sentiment constant que j'étais à une réponse de rater un examen invisible. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais fatigué jusqu'à ce que j'arrête de me préparer tout le temps. C'est ce que personne ne vous dit à propos des relations basées sur des tests. Vous pouvez aimer quelqu'un sincèrement et être toujours épuisé par la version de l'amour qu'il exige. Car l'amour n'est pas de se prouver chaque semaine sous de nouvelles conditions. Ce n'est pas la panique. Ce n'est pas la poursuite sur commande. Ce n'est pas une personne qui fabrique de la distance pour que l'autre puisse manifester sa dévotion assez fort pour apaiser son insécurité. Ce n'est pas de la romance. C'est une dette émotionnelle avec intérêt. Je n'ai pas annulé le mariage parce que j'ai cessé d'aimer Alissa du jour au lendemain. Je l'ai annulé parce que j'ai enfin compris que sa version de l'amour ne laisserait jamais la paix survivre. Il y aurait toujours un autre test, une autre menace qu'elle ne voulait pas dire, une autre scène que je devais arranger, un autre moment où l'honnêteté perdrait face au drame parce que le drame semblait plus intense. L'intensité n'est pas la même chose que l'amour. Le bruit n'est pas la même chose que la passion. Et quelqu'un qui vous demande de prouver votre amour en tolérant la manipulation ne demande pas l'amour du tout. Il demande la reddition. J'étais prêt à être patient. J'étais prêt à communiquer. J'étais prêt à travailler dur. Je n'étais pas disposé à passer un mariage à auditionner pour un rôle que j'avais déjà gagné. Alors, quand elle a dit « Si tu m'aimais, tu te battrais ». Pour moi, j'ai finalement compris que le seul vrai combat qui restait était celui pour ma propre paix. Et j'ai gagné celui-là. Si vous avez déjà fréquenté quelqu'un qui a transformé l'amour en test, commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez ou comment vous l'auriez géré. Voici une image pour accompagner votre histoire, capturant l'essence d'un amour qui n'est pas un combat en cage.